Aujourd'hui, je suis avec Manon Godet pour son recueil Pau, et c'est vraiment une écriture du dedans. Pardon pour le jeu de mots débile, mais en même temps j'ai trouvé qu'il avait du sens. Mais hier, d'un seul coup, je regardais ton livre et j'entendais Godet et Pau, et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une écriture du dedans. Donc, non, ça marche bien. Désolée, il fallait que je la fasse. C'était pour l'introduction. Alors maintenant, tu es là aujourd'hui parce que tu es une poétesse, et tu es la poétesse déjà d'un recueil. Ah, moi j'emploie des vrais mots. Ici, on parle français. On va employer des... J'ai cru que ça s'était pas vu sur mon visage. Non, mais moi je trouve ça super d'assumer, quoi. C'est quand même... Alors, je sais pas si poète ou poétesse que tu préfères, ça après c'est des questions qui peuvent être complexes. En tout cas, tu as publié ce recueil. Moi j'ai l'exemplaire de Mylène Tournier qu'on va embrasser tout de suite. Bravo Mylène pour le nouveau recueil. Et toi, le tien s'appelle Pau, il est de 22 ? Il est de 21. 21. Non, attendez. Là, on est en quelle année? On est en 23. Alors oui, il est de 22. Oui, il est de 22. Il me semblait bien qu'il est 22. Ouais, bah tout début d'année. Bah donc il a un an. Il va avoir un an dans une semaine. Oh, c'est quand même un sacré bébé. Hein. Et donc c'est ton premier recueil de poésie. Je pense que c'est pas la première fois que t'écrivais quand tu t'es mise à ce recueil. Non. Alors on va quand même le dire d'abord rapidement. Il a été publié aux éditions du Cygne. Alors j'avais trouvé le nom de la collection. Je vais le mettre en description. Le Chant du Cygne, ouais, j'avais trouvé ça super beau comme... Ah, il va être content. Comme nom. Non mais c'est vrai, c'est joli le Chant du Cygne pour les éditions du Cygne. Tu sais qu'il y a une rue du Cygne à Paris? Ah ouais, non, ouais, j'étais déçue d'aller à côté de Châtelet. Okay. Parce qu'en Belgique, t'as souvent par exemple, tu vois, rue du Beurre, tu vas avoir des pâtissiers, et rue des Fripiers, t'as une friperie. Ils aiment bien. Ok. Tu vois, d'avoir une espèce d'adéquation entre eux. Ouais, c'est sympa. Et souvent, c'est historique. Et donc, j'étais déçue de voir que c'était pas rue du Cygne. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Donc, il est quand même un éditeur qui a édité pas mal d'amis. Je pense notamment à Eric Allard qu'on va saluer parce qu'en plus, je dis souvent merci Eric pour les partages, mais c'est le bon moment là. Et lisez aussi Eric Allard. Et bon, déjà, voilà. Alors, la biographie le dit, ton visage aussi, mais je voudrais pas être condescendante. Tu es une jeune femme, comment t'en es venue à écrire de la poésie? De la poésie ou écrire? Ah, mais voilà, déjà, on commence. C'est pas pareil. Donc, moi, j'écris sérieusement depuis que j'ai 13 ans. J'ai eu très tôt beaucoup de choses à dire et il s'est avéré que écrire m'a paru être le médium, le meilleur médium pour moi pour m'exprimer. Je dis souvent que c'est comme l'amour, je pense qu'on choisit pas le médium qui nous convient le mieux. Juste, ça nous tombe un peu dessus et fait ok. Et... Comme on tombe amoureuse. Ouais, c'est ça, exactement. Je le vis comme ça en tout cas. Donc ça a toujours été écrire. c'est moi qui fais des catastrophes. Genre comme il y avait une chute annoncée, il fallait absolument la concrétiser. C'est ça, maintenant c'est fait, on est à l'abri. Mais à la base j'avais commencé par des nouvelles. D'accord. J'ai vraiment ça se voit même dans ce recueil, j'ai vraiment la tentation de la narration au fond de moi. Donc j'avais commencé par des nouvelles plutôt réalistes quand même. Et c'est quand je me suis attaquée à l'écriture de Pau qui est devenu un recueil. En fait, c'était censé être un roman avec une seule... Il est en 3 sections. Ouais. Et quand j'ai eu l'idée, j'ai eu seulement l'idée de la première section qui s'appelle Prière de toucher. J'avais l'idée d'une histoire très nette avec forcément des différences avec ce qui au final est sorti. Et en fait, quand j'ai commencé à l'écrire, le style comme ça est venu tout seul. Je voulais donner des sensations à mon lecteur, donc le style imagé et sensoriel que j'utilise est venu naturellement pour parler des traumatismes sexuels parce que c'est le thème central du recueil. Je mettrai un trigger warning. Donc, on peut pas, je pense, enfin moi je pouvais pas le faire avec un rythme très structuré, très rationnel et tout, donc c'est pour ça que c'est complètement saccadé, c'est déchiré de partout. La forme, le fond, tout ça. Et alors, pour le coup, il y a eu un moment où tu as écrit et tu as coupé pour arriver à une condensation d'images, par exemple? Le tout premier texte de Pau... Ouais. Quelles sont les étapes? Parce que ça moi, j'ai pas eu accès, donc ça y est. La généalogie, peut-être que je saute les étapes, parce que c'est vrai que sans avoir lu le recueil, pour les gens qui vont écouter, qui l'auront pas encore lu, mais je les encourage très fort, on va mettre aussi le lien vers la maison d'édition. Mais moi, je me suis demandé... Ouais, comment tu as réussi à avoir une telle densité dans les images que tu mets en place. Et on parlera même d'épaisseur sémantique peut-être.
Non, mais... Donc, Pau est en 3 sections. Et chaque... Alors, la 3e section est un texte à part entière, juste un poème. Les 2 premières sections sont subdivisées en différents textes. On peut appeler ça des poèmes. Je ne sais pas. Non, mais il y a des numéros. Voilà. Et le premier, donc le tout premier numéro, en fait, il vient d'une nouvelle que j'ai écrite quand j'avais 14 ans, qui s'appelait Chiffon mouillé et qui racontait un viol dans les toilettes d'un vieux cinéma. C'était particulièrement glauque. Et en fait, ce texte, je voulais en faire quelque chose, mais je voyais, quand je l'ai repris, j'avais 18 ans et il me correspondait plus, mais le fond était toujours là. Je voulais toujours dire ça, mais c'était la forme, ça allait plus et tout, donc je l'ai juste coupé. Et ça a donné le premier texte de Pau. Donc lui, j'ai vraiment... Le premier, c'est celui qui est avant la première séquence? Non, vraiment c'est le premier de la numéro, première séquence. Oui. Ah, bah ça, on pourra en reparler. Bon, moi, il m'a beaucoup plu ce texte, hein, mais... On va... Mais peut-être qu'on va même le lire après. Ouais. Toi ou moi. Et donc pour celui-là, j'ai vraiment coupé un texte qui était plus dense et plus explicite d'une certaine manière. Mais pour la plupart des autres textes, j'ai pas eu à couper énormément. J'ai beaucoup retravaillé, j'ai beaucoup affiné, etc. Mais en fait, il y a un monsieur qui a beaucoup compté pour moi dans mon parcours poétique qui s'appelle Vincent Duhamel, qui est un grand poète, un grand monsieur pour moi. Et je lui ai envoyé mes nouvelles en fait quand j'ai commencé, quand j'avais 13 ans. Et c'est lui qui m'a dit chaque mot doit faire boum dans la tête de ton lecteur, faut que t'enlèves tout le surplus. Et donc en fait, dès mes 13 ans, j'ai appris à couper. Donc naturellement, quand je me suis mise à écrire ça, bah, la forme était déjà épurée pour être le plus intense possible. Et ça se sent vraiment, enfin toi quand quand je te parle de condensation, alors là tout de suite j'ai envie de faire un parallèle avec un truc où c'est troublant en fait, tu vas voir les analogies, c'est-à-dire il y a quelques années avec mon ex-compagnon, on organisait, surtout lui d'ailleurs, et d'autres gens, des projections de films de David Lynch, dans un cinéma à Agen, bon voilà, ça c'est... coucou Roland. Et je garde un souvenir très très fort des scènes coupées de Blue Velvet, parce que bon, elles étaient quasi inédites, j'ai presque jamais vu, donc presque 1 heure de scènes coupées de ce film. Très beau, très très esthétique, mais ce qui m'avait vraiment marqué, en plus de cette chance rare que t'as, tu vois, quand t'as ce petit plaisir de cinéphile, d'avoir le truc que personne n'a, mais ça compte, hein, ça fait partie des plaisirs de... Ouais, moi, je dois avouer savoir le côté, j'espère avec ces personnes, les petites maisons d'édition, etc., c'est aussi des choses où j'étais contente quoi, de te découvrir et pas d'être juste dans les grands noms installés, tout est important quoi, à ce niveau-là. Et en fait, les scènes coupées, c'était... Donc il y avait toute une intrigue secondaire qui avait disparu, et il en restait des traces dans le Blue Velvet qu'on connaît. Mais surtout, en fait, c'était toutes les chevilles narratives qui avaient été coupées, ce qui faisait qu'en fait, les images devenaient très hermétiques chez Lynch. Alors, je l'ai déjà évoqué, je le refais, mais j'avais fait une vidéo sur Lynch, Ricoeur et les métaphores, un truc comme ça, peut-être que je la mettrai à la fin, ou la vidéo de Mylène, mais voilà, qui explique un peu ce travail de condensation chez Lynch, et là, je le retrouve complètement dans ce que tu es en train de décrire, et alors en plus, le fait que ta nouvelle se passe dans les toilettes d'un cinéma me trouble. C'est plus qu'à maintenant. Non, mais c'est dans un théâtre. Oui, c'est dans un théâtre. Et ça, c'est aussi intéressant, tu vois, parce qu'il y a quelque chose sur... Bon, ça va paraître peut-être un peu con de le dire comme ça, mais sur la représentation, la possibilité de représenter, de dire et dans l'indicible, qui je trouve se passe dans la condensation que tu opères. Je te balance la patate, est-ce que tu t'en empares Dans la nouvelle qui s'appelait Chiffon mouillé que j'ai écrit à la base, ça se passe dans un cinéma parce qu'en fait, où j'ai grandi, il y avait un cinéma qui me terrifiait. Et les toilettes me terrifiaient, elles étaient sales et il fallait descendre en profondeur pour y aller. Chaque fois que j'y allais, j'avais l'impression que j'allais rencontrer un monstre. Enfin, c'était une angoisse pour moi cet endroit. Donc quand j'ai écrit cette nouvelle dans laquelle une jeune fille se fait violer, ça pouvait pas être ailleurs pour moi. Mais aussi parce que j'avais 13 ans et que j'avais vraiment l'idée du viol par un inconnu et tout, alors qu'en fait on sait que la plupart du temps ça ne se passe pas comme ça. Mais donc c'est pour ça à la base que c'est un cinéma. Là c'est un théâtre, parce que c'est aussi un peu un hommage, j'adore le théâtre, je viens d'une spécialité théâtre, ça compte énormément pour moi. Et il y a ce jeu il y a un personnage dans le recueil, elle s'appelle Romane qui est comédienne, et il y a un autre personnage qui s'appelle Violette qui est costumière. Et donc il y a ce truc de seconde peau, de être qui on veut, mais en même temps quand on devient quelqu'un d'autre sur scène, est-ce qu'on peut vraiment se retrouver soi-même? Il y a toute une... Enfin, on sous-couche, hein, c'est pas le thème principal, mais il y a quand même une réflexion
sur l'identité et qu'est-ce qui fonde qui on est et comment on peut s'approprier qui on est. Et qui est... Enfin, je retrouve parfaitement ta poésie dans ce que tu explicites, hein, mais qu'on retrouve... Enfin, ces questions, elles sont d'autant plus accrues quand on parle de trauma sexuel. Et de trauma tout court d'ailleurs, mais en particulier du trauma sexuel. Est-ce que là, je te laisse t'emparer de ça? Est-ce que... Pourquoi écrire sur ça? C'est une... Pourquoi écrire sur ça? Je vais te la poser de façon très large, comme ça tu me dis ce que tu veux. En fait, c'est un thème du coup qui a toujours été super présent chez moi. C'est mon thème central, enfin, depuis que j'ai commencé à écrire, depuis toujours. Juste, il a quand même évolué parce que j'ai lu sur ça, je me suis documentée. Il y a plus seulement les tripes qui parlent, je sais aussi ce que j'ai envie de dire là-dessus. Donc c'était central pour moi. On est à une époque où la parole se libère. Je ne me voyais pas ne pas y participer, que ce soit pour moi, mais aussi pour les femmes qui m'entourent, que ce soit les femmes de ma famille, je pense à ma mamie par exemple, ou que ce soit mes copines. C'était pas possible de laisser la chose se faire sans que j'y participe, surtout que le traumatisme sexuel, pour moi, touche vraiment à l'indicible. Et donc, la littérature, qui est l'art des mots, doit s'en emparer pour moi et l'a pas encore suffisamment fait. Enfin, on arrive à un moment où c'est en train d'avoir lieu, j'ai l'impression, mais c'est seulement en train. Il n'y avait pas avant. Et dans King Kong Theory, Virginie Despentes, à un moment donné, elle a tout un passage où elle explique qu'après s'être fait violer, son premier réflexe a été de lire. Comme après avoir été en hôpital psychiatrique, ça a été de lire aussi pour trouver des échos à cette expérience-là. Et que pour l'hôpital psychiatrique, elle a trouvé. Que pour le viol, elle n'a pas trouvé. Les abonnés attendent la vidéo sur King Kong Theory, elle vient bientôt. Super. Et c'est vraiment, enfin... Je voulais vraiment participer à ça, ne pas laisser ce traumatisme fondamental juste silencieux au milieu de tout ça et qu'on tourne autour et qu'on dise jamais. Si je l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, je ne le fais pas toute seule. Mais je voulais vraiment y participer, ça comptait pour moi. Et je pense que je m'en serais trop voulu de ne pas le faire. Et puis, par rapport à l'identité et tout ça, le traumatisme sexuel, pour moi, c'est vraiment une expérience de dépossession de soi. Très, très, très forte, qui va au-dessus des mots, ça, un petit peu. Mais non, oui, ça va au-dessus des mots. Et faut pas avoir peur, des fois on a peur, on se dit oh ce que je dis est naïf ou évident ou bête, c'est très fort une évidence. Bah voilà. C'est très très fort une évidence et c'est pas si souvent entendu que ça des évidences. Donc c'est vraiment une expérience de dépossession extrêmement forte et je pense que une des manières de se retrouver soi-même, c'est de s'exprimer. Et moi mon médium pour m'exprimer c'est l'écriture et c'est Vanessa Springora, dans Le Consentement, qui dit « Écrire, c'était redevenir le sujet de ma propre histoire ». Donc, écrire, c'est redevenir le sujet de ma propre histoire, mais j'espère aussi que pour les personnes qui lisent mon texte et qui ont vécu ça, ça les aide à redevenir le sujet de leur propre histoire, à se réapproprier et à poser des mots sur ce qu'il est, sur ce qu'elles ont vécu. Et peut-être que les gens qui ne l'ont pas vécu peuvent mieux le comprendre Bien aussi. sûr, c'est le second but. C'est d'ailleurs pour ça que la première dédicace s'adresse à 3 figures masculines. Mon compagnon, mes frères et si un jour j'ai des fils. Et à ma connaissance, ce sont des personnes qui n'ont pas vécu ces histoires-là. Mes fils, j'espère qu'ils ne vivront pas. Mais c'est justement pour leur permettre, pour essayer de faire comprendre, parce que c'est justement tellement une expérience particulière que souvent les mots rationnels suffisent pas, donc c'est aussi pour ça que j'essaie de passer par les sensations pour faire ressentir aux personnes qui n'ont pas vécu ça ce que c'est et peut-être les amener vers une plus grande compréhension, une plus grande empathie, un monde meilleur quoi. C'est très beau les utopies. Pour le coup là j'ai envie d'aller dans 2 directions, donc je te présente les 2 et puis on fera les 2 mais tu choisis l'ordre. Vanessa Springora, est-ce qu'on parle un peu plus du consentement mais que j'ai pas lu depuis la sortie, mais il est quelque part par là, je peux me mettre un peu au besoin, je crois. Je pense, mais là ça va être quand même à mon avis une question plus complète, donc peut-être qu'on la prend après. Mais comme tu le sens aussi, hein, moi en lisant ton recueil,
j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait quelque chose autour du sujet lyrique, donc de la dépossession, on va dire matérielle, qui paraissait dans le travail poétique, dans l'éclatement du sujet lyrique. On va commencer par Vanessa Springora. N'est-ce pas? Et après, si tu veux, je pourrais aussi un peu développer ce que je veux dire par là et d'où viennent ces impressions-là. Mais déjà, ça va me permettre de réfléchir. Voilà. Mais je sentais bien que Springora pouvait Oui. faire un meilleur tremplin pour commencer. Mais tu m'as dit tout à l'heure, on était complètement off en train de boire du chocolat, que Springora avait changé ta vie. Oui. Alors peut-être que peut-être que je te dis des mots très forts et que je suis en train de gâcher une confidence. Non. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que Consentement, c'est un livre qui a eu un énorme écho médiatique, mais je pense qu'il a eu surtout plein de petits échos personnels pour plein de gens. Ouais, je pense. Bah j'espère. Mais oui, alors Le Consentement, c'est un livre qui a changé ma vie. Notamment, et peut-être surtout pour donc le consentement est divisé en 4 ou 5 parties, il me souvient plus. La dernière partie s'appelle Écrire. Et c'est dans cette partie-là qu'elle explique pourquoi est-ce qu'elle prend la plume aujourd'hui. Et donc c'est là que la citation que j'ai citée tout à l'heure, c'est de là que ça vient. Et cette partie-là, en fait, elle m'a complètement légitimée. Mais je crois qu'avant de lire Le Consentement, je savais pas que j'avais besoin que quelqu'un, et que du coup elle le dise, pour pouvoir le dire. Mais elle m'a fait énormément de bien. Et aussi, dans Le Consentement, donc Vanessa Springora revient sur les viols qu'elle a subis de la part de Gabriel Matzneff, et aussi sur le fait qu'il l'a utilisé comme matériel littéraire, il s'est complètement, pour le coup, il s'est complètement approprié sa personne. D'ailleurs, elle dit qu'elle était devenue l'objet de ses désirs et de ses œuvres. C'est la dépossession matérielle et symbolique. Et voilà, complètement. Et elle revient sur ça... Donc elle avait 14 ans quand ça a eu lieu. Et là, elle revient sur cette histoire, donc étant beaucoup plus adulte et ayant pris du recul, et avec un regard vidé de tout pathétique. Pas vidé de la douleur, c'est pas possible, mais ça dégouline pas. Et du coup, on n'a pas l'impression d'entrer dans quelque chose d'impudique ou quoi. Et elle a une finesse, elle analyse vraiment ce qui s'est passé. Elle n'a pas peur de montrer comment elle était, de montrer ce qu'elle a subi. Et pour moi, c'est un texte qui a dû nécessiter un courage immense. J'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Et en plus, elle l'écrit notamment pour son fils qui a 14 ans au moment où elle écrit, donc l'âge qu'elle avait. Et pour lui dire, avec du coup l'écrit, ce qu'elle n'arrive pas à lui dire à l'oral. Et elle écrit aussi pour remercier son mari qui l'a beaucoup aidée. Et je sais pas, tout ça, ça a fait extrêmement sens pour moi. Et notamment aussi le fait que ça peut paraître anecdotique au milieu de toutes les expériences dont elle fait part dans ce texte-là, mais elle explique que quand elle a été violée par Gabriel Matzneff au départ, son vagin s'ouvrait pas. Et ça m'a beaucoup impactée parce que quand j'ai lu Le Consentement, j'étais déjà en train d'écrire Pau, j'étais en train d'écrire la 2e section. Et dans la première section que j'avais déjà écrite, il y a un texte qui parle de ça. De quand le corps, le vagin du coup précisément, refuse de s'ouvrir. Et donc il y a plein de petits moments comme ça qui m'ont touchée vraiment personnellement à l'échelle de ma vie, de ma personne. Et puis plus globalement, le regard objectif, sincère et libéré aussi qu'elle pose sur son histoire, c'est incroyable. J'aimerais pouvoir être capable de faire ça un jour. Et le détour par la littérature, les figures littéraires, en fait, ce serait réducteur, je crois, de dire qu'elle retourne la littérature contre GM. Mais elle reprend le conte pour dire qu'il pouvait ressembler à un ogre, en quoi ce sont des figures à la fois fantasmatiques, archétypales, voire clichéiques dans le texte, et elle... Voilà, mais c'est pas qu'elle le retourne contre lui, c'est pas... ça ressemble à un retour à l'envoyeur, mais c'est pas juste ça. Elle dit que c'est pas juste ça, mais que dans Écrire justement, elle dit que la solution c'était de... Parce qu'elle a été enfermée dans ces œuvres-là, et donc elle dit la solution pour sortir de ça, me retrouver, c'était de prendre le voleur, du coup l'auteur, à son propre piège. Et là c'est ce qu'elle fait, dans Le Consentement, elle le fige dans ce qu'il lui a fait,
et donc on peut plus le nier. Et donc ce texte, il lui rend justice, et moi, ça m'a aussi permis de me légitimer quand je dis que Poe, pour moi, c'est une justice que j'aurais pas ailleurs, et que aussi j'espère que des personnes qui le lisent peuvent avoir l'impression que ce texte leur rend justice à ce qu'elles ont ressenti. Et avec une écoute aussi. Ouais. Quelque chose de l'ordre de la projection. Et là, pour le coup, bah, ça nourrit complètement la deuxième question que tu n'avais pas envie que j'aborde. Non, j'avais pas Non, mais envie. si je te taquine pas, c'est pas drôle. Mais c'est-à-dire, voilà, je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'a marqué en te lisant de sujets lyriques. Donc le sujet lyrique, très simplement, c'est la personne qui dit je dans le texte, hein, enfin dans le poème. Et bah non, mais il faut quand même expliquer à tout le monde. Hein. Oui, bien sûr, j'acquiesce, c'est juste. Et que le jeu, bah, j'ai l'impression qu'il change, que c'est pas toujours les mêmes figures qu'il y a derrière le jeu et que c'est assez flottant. Et que donc tu mentionnais des personnages dans un théâtre matériel, mais qui a aussi une dimension symbolique. Et sur ce théâtre, on a l'impression que derrière le jeu, il y a différentes instances locutrices qui bougent, et même que dans un deuxième temps, si on veut le faire de façon disserte, hein, mais que les frontières de toute façon du jeu sont poreuses ou élastiques, ou j'ai même pas envie de dire fluide, j'aimerais dire plutôt visqueuse, quoi, tu vois, ou parce que le dedans, le dehors est pas défini, tu vois, aussi. Donc qui dit jeu est pas défini, et puis ben, au niveau du corps, très matériellement, c'est pas défini non plus, où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence, quoi. Selon les moments. Mais exactement. Je suis ravie d'entendre ça. J'espère que mon professeur de Kane ne regardera pas cette vidéo. Mais et ça fait pas un style visqueux, tu vois, mais t'as une espèce d'identité comme ça des personnages qui va être visqueuse parce que c'est élastique, corporel en même temps. Voilà, enfin bah déjà du point de vue de la structure, les 3 sections n'ont pas le même jeu. Déjà si on dit qu'il n'y en a qu'un seul. Déjà si on dit qu'il n'y a qu'un seul jeu. On va faire un par un. Vas-y. C'est mieux, je pense. Dans la première section, il y a plusieurs jeux. En fait, il y a 2 narratrices principales, qui sont Romane et Violette, dont j'ai vite fait parler tout à l'heure, et qui disent toutes les 2 jeux. Et en fait, j'ai essayé de faire en sorte qu'on comprenne petit à petit laquelle s'exprime quand, parce qu'il y a des indices un peu disséminés par-ci par-là. Mais l'idée n'est pas non plus, justement, qu'elles soient totalement séparées. Violette et Romane, c'est 2 femmes qui vont avoir une histoire d'amour dans le texte. Enfin, une histoire affective et sexuelle. Et c'est une sorte de fusion, leur histoire, et donc elles sont faites pour se rejoindre, toutes les 2. Elles sont faites pour se mélanger, il n'y a pas de problème. Moi-même, honnêtement, il y a un texte, je sais pas laquelle des 2 parle, enfin, je change d'avis tout le temps parce que ça me colle à leurs deux histoires, pardon. Et donc, voilà. Romane, quand elle dit jeu, elle parle réellement de son histoire. C'est celle qui est dans l'histoire au cœur du traumatisme parce qu'en fait, donc c'est la comédienne et elle est aussi prostituée. Et elle vit chaque acte de prostitution comme un viol parce qu'elle ne l'a pas choisi. C'est pas le cas de tous les travailleurs et toutes les travailleuses du sexe, c'est son cas à elle. Et donc quand elle dit jeu, elle parle vraiment d'elle. Violette, qui est celle qui va amener Romane sur le chemin de la guérison. Quand elle dit jeu, elle parle d'elle, de son histoire, mais elle est aussi le réceptacle et la personne qui délivre la mémoire de 2 autres personnages qui s'appellent Jem et Aline Aimée. Alors, on dit pas Jem en français, mais je l'ai choisi pour comment ça s'écrivait, donc... Jem, qui est le directeur et le propriétaire du théâtre et qui a recueilli Violette quand elle était petite, et Aline Aimée, qui est sa femme, mais qui est décédée. Et ils ont vécu leur histoire d'amour dans ce lieu, donc le lieu est un peu... C'est un texte qui parle beaucoup de fantômes aussi, le lieu est imprégné par leur mémoire. Toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes. Mais, donc voilà, elle retraduit aussi leur histoire, elle parle d'eux, elle se fait le témoin. À un moment donné, Jem prend la parole aussi et dit jeu à la fin, et Aline Aimée le fait, c'est le texte 21, c'est un texte entièrement en italique, et c'est une sorte de lettre d'adieu. Il y a un code en fait dans l'ensemble de Poe. Toutes les phrases en italique sont des phrases prononcées par les personnages. Tous les mots, toutes les phrases en italique sont prononcées. Donc il y a aussi d'autres micro-jeux, on va dire.
Dans la seconde section qui s'appelle Take Me Home, il y a un jeu. Il faut que je montre, hein, Oui. c'est de la vidéo. Il y a une narratrice centrale et qui est anonyme, qui est pas nommée et autour de laquelle gravitent littéralement pour le coup des fantômes, des choses dont elle a ses cauchemars, des choses dont elle a peur, et aussi la figure d'un garçon qu'elle aime, mais qui n'arrive jamais. Et en fait, elle est toute seule, perpétuellement toute seule. Cette narratrice, pour moi, elle a vécu une expérience de dépossession très forte aussi. Je sais pas si c'est un viol ou autre chose. Mais en tout cas, contrairement à Romane dans la section d'avant, il n'y a personne qui vient l'aider. Et c'est pour ça qu'elle bascule dans la folie petit à petit. Le Take Me Home, c'est le pendant négatif de Prière de toucher. Les deux fins, en fait, se rejoignent, mais pas sur le même aspect. Enfin, il y en a une où elle est vraiment seule et l'autre, elle est accompagnée et donc elle s'en sort. Et la troisième section s'appelle La Lavande. C'est encore un autre jeu. Et c'est le jeu qui peut être le plus proche de moi, j'imagine. Et c'est un texte d'amour et de réconciliation. Voilà. Bon, si on est en commentaire prof de français, style, donc pour le coup, tu as une belle dialectique. Merci. Qui fonctionne bien, mais en plus, tu vois, donc là, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et qui prolongent quelques pensées que j'ai pu avoir en te lisant, mais qui, en plus, tu vois, je crois qu'à cette multiplication des jeux, et tu le dis bien avec des instances de parole déléguées, enfin, qui s'ajoutent, eh bien, il y a un tissage des motifs qui va quand même se faire aussi de texte à texte. Oui. Et qui vient encore... et c'est là où peut-être que cette question, donc l'épaisseur sémantique que je mentionnais tout à l'heure, tu sais pourquoi, et la condensation des images arrive, parce que finalement, enfin je pense, l'un des motifs qui m'a beaucoup marqué, c'est celui du hérisson, mais il y a des choses sur la viscosité, ou tout ce qui va être sur des liquides. L'eau, ouais. Voilà, l'eau, on va dire la queue. La queue, si parce que c'est de l'eau, mais c'est pas forcément toujours de l'eau de source. En tout cas, elle coule pas de source. C'est de l'eau, mais il y a de l'eau un peu sale aussi. Ouais. Il y a alors, qui va avec le hérisson, il va y avoir des choses donc, qui piquent. Après, la question de la frontière, qui n'est pas une frontière dans le corps, enfin. Il y a les fleurs et tout. Et bien, les fleurs qu'on trouve aussi, et puis on peut signaler le nomastique des prénoms de Romane et Violette, qui, je pense qu'on entend, sont comme et un refuge pour Romane Roman, et une possibilité de fiction. Tu sais, c'était pas volontaire, ça? Alors, Romane était la deuxième personne, du coup, à donner une hypothèse pour son prénom. Mais c'est super, j'adore cette hypothèse. Je suis intervenue dans un lycée récemment et la professeure a dit c'est Amoré à l'envers. Oui. Enfin, en mélange. Et elle a lu les prénoms comme des marques d'amour à chaque fois. Ah, c'est joli. Et alors, du coup, ni Amour ni le roman n'était voulu, mais c'est pas mal, ça marche bien. Et bon, Violette, je vois la fleur, mais je vois aussi le viol. Oh bah, ça, Violette. Non, clairement. Elle s'appelait Viol à la base avec un E comme l'instrument. Et en fait, c'est un personnage d'une nouvelle à la base. Et ce prénom-là me bloquait beaucoup trop. Et un jour, j'en ai parlé à un ami au lycée. Il m'a dit, mais appelle-la juste Violette. Et c'est resté. Et ce prénom est magnifique. Cette fleur est magnifique. Et puis, bon, c'est une très belle fleur, mais en plus, ça finit en lavande. Oui, et le violet, c'est la couleur des suffragettes. Qui est la couleur des suffragettes. Et qui, en plus, peut rappeler la menace lavande ou des mouvements lesbiens, notamment aux États-Unis. Tout à fait. De toute façon, les couleurs du texte rappellent le féminisme, en tout cas. Elles sont là. Donc cet entrelacement de motifs, là on sent que cette condensation dont je parlais, c'est parce qu'en fait, à force de voir revenir les mêmes motifs mais de façon très différente, les images gagnent comme plusieurs strates de sens, mais qui n'ont pas besoin d'être analysées. Alors l'analyse permet, là tu vois, dans le décortiquage littéraire, de piger un peu le fonctionnement de ton écriture. Mais voilà, je sais pas s'il y a un motif qui t'intéresse, est-ce qu'on essaie de suivre quelque chose comme ça? Moi c'est l'eau, mon motif. L'eau, vas-y, va sur l'eau, puis après je te ferai des hypothèses sur le hérisson. Oui, j'ai vu que le hérisson t'a marqué. Le hérisson m'a bien plu. Alors de l'eau, c'est quand même le premier mot du poème 1, qui n'est pas le premier poème du recueil, puisqu'il y a un premier poème non numéroté, on en reparlera. Une sorte de préface.
mais ça commence par de l'eau. Oui, c'est vrai. La deuxième section finit par la pluie. Les deux sections finissent dans l'eau. Ouais. Les deux sections finissent dans l'eau, que ce soit une baignade ou une noyade. Il y a de l'eau à la fin des deux. Alors, il faut que je réfléchisse comment bien prendre le truc. Moi, je suis synesthète. Ça veut dire que mon cerveau fonctionne pas normalement. En fait, les 5 sens sont censés envoyer 5 messages par des canaux distincts au cerveau. Et quand on est synesthète, c'est qu'il y a au moins 2 des canaux qui se rejoignent. Moi, j'ai les 5. Donc, c'est pas toujours super pratique. Ça a des avantages. Ça a des avantages quand on apprend comment on fonctionne et qu'on peut s'aider, s'accompagner et tout. Mais ça a aussi des gros problèmes qui fait que du coup, je suis sujette à des grosses angoisses, des hallucinations. Parfois, je sais pas ce qui est vrai entre ce que je perçois et la réalité. En fait, je sais pas toujours où elle est. Et l'eau, alors on va quand même le préciser, parce que ton système nerveux t'envoie pas des influx qui te permettent de le distinguer. C'est ça, oui. Les canaux étant une image. Ouais, oui. C'est intéressant de parler de canaux puisqu'on va parler d'eau. Oui, c'est vrai. Et l'eau, donc moi je nage beaucoup, ça me m'aide. Et dans l'eau, quand je suis vraiment dans l'eau en apnée, c'est un des seuls moments où je suis au calme. Il n'y a rien qui va venir me faire douter de ce que je ressens, de ma réalité, de la réalité de ce qui est autour de moi. Et je suis vraiment à l'abri. Et donc, dans ma vie, l'eau est un motif essentiel. Maintenant, j'ai aussi très peur de l'eau quand elle est noire. La nuit, par exemple, quand je passe à côté d'un lac, que l'eau est noire, ça m'angoisse terriblement. Parce que si l'eau est noire, elle n'est pas aqueuse, pour moi, elle est solide. Et ça ne fait pas de sens. Il se passe un truc dans mon cerveau, ça ne va pas. C'est pas possible. Et du coup, ça me fait paniquer. Et donc, l'eau, c'est ce truc à la fois de... C'est le calme absolu, c'est vraiment l'endroit où je peux m'endormir, il va rien m'arriver si c'est là où je peux aller si j'ai un problème. Et en même temps, si j'y vais au mauvais moment, je peux mourir dans l'eau. Et donc il y a ça dans le texte, il y a l'eau qui rassure, qui apaise, et il y a aussi l'eau qui terrifie, qui salit, parce que l'eau du premier texte c'est une eau très très sale. Et en fait, c'est un peu l'eau dans le texte, c'est un peu le prolongement du corps. Parce que j'espère que le texte rend compte de ce que le corps peut avoir dans la sexualité de merveilleux et d'absolument horrible, de terrifiant. Et qui passe par la fluidité, on va dire des éjaculats, histoire d'être un peu générique, ouais. Mais aussi l'enveloppement, voire l'étouffement de la noyade. Oui. Et puis les fluides, et des larmes. Et des larmes. Et les fluides, c'est aussi ce qui relie les gens. Enfin, je sais pas. Alors en ces temps de Covid, oui. Oh, non. Non, mais dans symboliquement. Parce qu'on... Non, mais puis très 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 charnellement dans l'acte sexuel. On va l'expliciter, hein. Moi je fais que ça aussi. Il y a un moment on pose les mots, un chat, on transpire, on a des fluides qui se mélangent, on se bave dessus. Bon, ouais. Voilà, ça relie les gens. Et... non, mais c'est ça. Connecting people. C'est complètement, vraiment. Et puis, c'est dans la couverture, donc, qui est une aquarelle de moi. C'est toi qui l'as faite. Et il y a des fluides dans les corps. Ah, c'est pour avec ça des couleurs précises. Hop, je la montre de plus près. Donc il y a un corps qui peut être genré féminin, qui a du violet, donc pour le féminisme, les suffragettes. Parce que le texte est fondamentalement féministe. Ça, on peut en reparler si tu veux, mais tu vois, je n'ai pas lancé le sujet. Non, mais c'est important de le dire. Et le bleu, qui jusqu'à très récemment, mais j'espère pouvoir le retrouver, était pour moi la couleur vraiment de l'apaisement le plus total. Et c'est un texte qui essaye d'amener vers l'apaisement. Donc sur la couverture, il n'y a pas de couleur négative. Voilà. Et donc cette eau, elle commence de façon très menaçante. Et en fait, le motif, tu le reprends. En plus, donc des fois, les mots vont être les mêmes. Mais là, en fait, où tu vas créer des images poétiques, c'est qu'on va reconnaître le motif sans que les mots soient toujours les mêmes. Et même quand les mots sont les mêmes, ils peuvent changer, quoi. Peut-être, alors on peut peut-être commencer, soit je te parle du hérisson, soit moi j'aimerais bien qu'on analyse le premier texte numéro 1, il est dur.
Je peux m'en occuper seule si tu préfères. Je peux le lire? Ouais. Et Ouais. tu veux que je le commande derrière? Ouais, Tu je le rebondis commentes, s'il y a des trucs... Ouais, mais vas-y. Oh. Je sais pas si un auteur est mieux placé pour commenter son propre. Bah, moi, je trouve ça super. Puis après, si t'es gêné, si t'as l'idée d'avoir un commentaire en live, on n'y va pas, hein, mais... Bah, je pourrais rebondir s'il y a des Bien trucs... sûr. Du coup, je vais lire le texte. Ah, mais il faut que je me concentre. Bien sûr. De l'eau. Les marches de l'escalier dégoulinent. Les murs transpirent. Leur eau pénètre ma peau. De l'eau partout. Je glisse. Entrer dans une cabine. La fumée des gros cigares passe sous ma porte. Ils sentent le vertige. Le raisin pourri. Le jus coule sur ma porte. Lentement. Je le vois s'arrêter. Il va le lécher. Lèche-le. Sa coque frappe ma porte avec force. Coupe ma proue qui tombe dans l'eau. Grand fracas. Mon bateau chavire, se retourne. Je recule contre l'eau noire. Il s'avance vers moi. Saute sur mon bateau. Arrache mes voiles. Jette mes cordages au sol. Déchire mes pétales. Du violet dans l'eau noire. Je prie pour ne rien sentir. Et qu'il ne me sente pas. Que mes contours s'effacent. Mais je sens ses doigts qui pénètrent ma chair pour y vivre. Ils collent, m'écartèlent. Sortir, je veux sortir, sortir de moi. Je glisse encore. Sa brûlure froide contre ma peau qui frémit pour lui échapper. Partir, remonter. Ne peut pas. Mon cœur tambourine. Il va s'enfuir. Il va m'abandonner, là, avec lui. Je ne peux plus penser. Je ne veux plus sentir, je veux rattraper mon cœur. Tous ses doigts m'ouvrent. Plus rien ne sent l'amour, rien ne grince encore. Je tombe dans l'eau. Aucune fleur ne me retient. Il brise. Je ferme la cage. Il est dur, hein. Il est dur. Et j'ai un truc à dire sur le jeu. Il y en a pas. Enfin, il y a une phrase dans ce texte où j'ai retiré le jeu parce que justement, donc, ce texte raconte un viol. Donc c'est le moment de l'expérience de dépossession. Donc il pouvait pas y avoir un jeu partout, même si la narratrice s'exprime à la première personne. Elle est en train de se perdre. Et d'ailleurs, elle se coupe de son corps quand elle veut rien sentir. Ça me rappelle Histoire de la violence d'Édouard Louis, qui est du coup on pourrait dire de l'autofiction. J'ai pas envie de faire d'erreur pour lui, Non, mais en tout cas, t'as pas besoin de le catégoriser si t'es... dans Histoire de la violence et dans aussi la mise en scène qu'en a fait Ostermeyer et qui m'avait beaucoup marqué, dans le moment du viol, le personnage d'Edward a vraiment la tête dans le lit, enfin dans les draps, et il dit qu'il disparaît dans l'odeur des draps, de la lessive, et que juste il se concentre pour sentir uniquement ça. Et c'est vraiment ce que là elle a envie de faire. Elle n'y arrive pas, mais c'est ce qu'elle a envie de faire, c'est de se couper de tout ce que son corps est en train de vivre en ce moment, de juste prendre un truc qui pourrait la sortir, mais là elle est dans un environnement tellement horrible, parce que là-bas c'était les toilettes du cinéma, qu'il n'y a rien en fait auquel elle peut se raccrocher qui l'effraie pas. Je sais pas si c'était très clair ce que j'ai dit. C'était tout parfaitement clair. Ok. Je nous fais une explication de texte. Ouais. Tu commences par de l'eau avec un article partitif qui va directement dans l'indéfini et donc ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aquosité, le liquide, mais on sait pas. Et on sait pas, en fait, il va être assez structurant pour pas mal de choses, parce que après, dans la suite de la section puis du recueil, finalement, c'est ce qu'on disait, les motifs, ils peuvent prendre plusieurs directions, mais en fait, ça fait que les images vont être de plus en plus denses au fur et à mesure du recueil. Ça marche? Ça marche, je sais. Ah, avec de l'eau, ça se commente, hein. Oui, bah... mais on ne sait pas, on comprend assez vite, dès cette première strophe, qu'on est sur quelque chose qui est à la fois une description et la description d'une sensation. Mais qui, par son indéfini, va aussi être quelque chose de parfaitement englobant, en fait. C'est très vague, quoi. C'est la sensation, on va dire, un peu pure. On passe sur la description, les marches de l'escalier dégouline, qui n'est en fait déjà au niveau syntaxique une condensation d'images, parce que en fait, s'il y a de l'eau, s'il y a une inondation dans l'escalier, il y a de l'eau dans les marches, mais ce ne sont pas les marches qui dégoulinent. Et donc en fait, quand tu regardes qu'est-ce qui est sujet, mais c'est vraiment des trucs que j'apprenais à mes secondes, hein, ça y a mes étudiants, mais c'est vraiment important. Non, c'est vraiment important. Bah, ça amène une espèce d'animation qu'on peut rapprocher du fantastique, enfin un objet qui est en train de s'animer.
et pas d'une façon qui est, on va dire, standard dans le monde naturel, mais qui va amener une espèce de, oui, de surnaturel qui est directement inquiétant. Et parce que dégouline, ça reprend le motif de l'eau, ça reprend bien la marche, enfin les marches de l'escalier, la descente que tu évoquais tout à l'heure, mais ça, tu nous aides à comprendre des images très denses. Donc, de toute façon, la descente, c'est jamais bon, je crois. Donc, je triche, surtout quand il y a de l'eau, quoi. Hein. Moi, j'ai vu Titanic au cinéma, à la sortie, j'ai quand même un petit souvenir, quoi. C'est pas bon, hein, quand les marches dégoulinent. On peut noter, donc on avait un partitif ici, on a des articles définis qui vont donner l'impression qu'on sait où on est, alors que vu que c'est le début du texte, on ne sait pas de quelle marche ni de quel escalier il s'agit. Et ça fait qu'on est directement in medias res dans la situation. Et donc c'est ce qui va faire que la scène est particulièrement violente. Parce qu'on n'a aucune explication, aucun avant, aucun après, mais donc aussi d'un point de vue éthique, en tant que lecteur, aucune possibilité de juger la situation, on est directement dans la sensation. Tu vois, et donc on peut pas se dire, pourquoi elle a descendu les marches, ou enfin, tu vois, à ce moment-là, il n'y a pas. Donc là, hop, je prépare. Je continue ? Ouais. Les murs transpirent, mais même remarque sur l'article, ouais. Et puis la transpiration, elle va rajouter encore quelque chose par rapport à dégouliner et à la syntaxe pas logique. Enfin, le sujet, les murs ne devraient pas pouvoir transpirer, mais en plus, transpirer, c'est quand même une activité au moins animale, si ce n'est humaine. Et qui peut se retrouver dans des contextes émotionnels assez variés, mais quand même globalement en effort, excitation, angoisse. Donc on est sur, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas les murs ne sont pas censés transpirer du tout. Et donc il y a quelque chose comme ça qui va redoubler cette inquiétude. On n'est qu'à la troisième phrase. On continue, leur eau pénètre ma peau. Évidemment là je pense que la paronomase, elle fait lien immédiat avec le titre et l'aquarelle. En plus c'est une aquarelle. Entre eau et peau. Surtout qu'on va avoir finalement encore plus, on a une inversion parce qu'on a eau pénètre peau. Et pas seulement eau et peau. Et donc on a, non mais au niveau des sons on a quelque chose d'un peu proche du chiasme. Un peu sonore. Et pas le démonstratif, le possessif, leur va renvoyer peut-être au mur, peut-être aux marches, peut-être à l'escalier, a priori au moins à celui qui est avant, c'est indéfini, mais en tout cas ça va quand même du côté aussi donc, de cette espèce d'anthropomorphisation de l'espace. Et donc l'espace lui-même devient très inquiétant. Évidemment le verbe pénètre est déjà une annonce, et en fait c'est pas encore le début de la violence, mais on sent que la violence elle est là. Voilà. Elle-même. T'es sûre que je continue ? On fait pas forcément tout. Non, en fait, je conscientise aussi que j'ai de la chance d'entendre ça. Et il y a quelque chose d'inversé aussi, pas seulement au niveau des sons, entre le fait que l'extérieur, que c'est la peau qui est pénétrée, alors que normalement c'est la peau qui transpire. Et donc en fait, entre les murs et le jeu lyrique, il y a une inversion. Ce qui fait qu'implicitement, la conséquence logique, c'est que si les murs sont animalisés, deviennent vivants, voire anthropomorphisés, le sujet n'y est plus. De l'eau partout, hop, reprise, ça fait comme un effet de clausule et de boucle qui va être enveloppant, donc parce qu'il y a cet effet de boucle, avec une montée en gradation par l'adverbe partout, qui est qu'en plus vraiment dans le genre adverbe enveloppant qui est pas mal, hein. Mais ça aurait pu être très bien dans un contexte de tendresse par exemple. Là évidemment c'est complètement angoissant, saut à la ligne, je glisse. Et donc là finalement on a eu sur cette première strophe une seule apparition du jeu lyrique par le possessif ma. Donc de façon syntaxiquement, ma peau c'est un objet et en même temps ce n'est même pas le jeu lyrique, c'est par métonymie seulement le jeu lyrique, par un bout du jeu lyrique et pas son ensemble, comme si sa peau n'était plus forcément déjà lui ou elle, enfin le sujet. Et là je glisse, on va trouver bien une apparition du sujet lyrique, mais quand justement ça se dérobe. Effet de chute. Toujours. Saut à la ligne, donc nouvelle strophe, entrer dans une cabine, là on est dans ce qu'on appelle une phrase averbale, hein, et même complètement une phrase nominale, qui va donner en fait comme une chronologie avec un événement,
Et cette cabine, à ce moment-là, on comprend pas ce que c'est. Alors moi, honnêtement, l'option cinéma, je l'avais pas vue. Non, du coup, c'est des toilettes. Ouais, donc là, pour le coup, elle y est pas. Mais cette cabine, j'ai très vite vu le bateau qui nous met dans une... qui reprend donc tout ce qui est de l'ordre du liquide avant et qui nous met dans un naufrage, en fait. Et cette image du naufrage va être tissée. Ouais. Je la dois à quelqu'un, l'image du naufrage. Tu n'es pas obligé de le dire. Ouais, c'est mieux quand même. C'est toi qui vois. Mais elle est retournée là. Enfin, c'est pas vraiment l'image du naufrage, c'est l'image du bateau que je dois à quelqu'un. Qui est décédée. Mais qui s'appelle Christiane Singer, qui est une autrice française, qui a écrit Une passion entre ciel et chair, qui est la réécriture de l'histoire d'amour d'Héloïse Abélard, sous un prisme très charnel. Et c'est un roman magnifique. Et dans leur premier rapport sexuel, qui n'est pas du tout un viol, qui est super beau, donc la narratrice du roman, c'est Héloïse. Et Héloïse compare son corps à un bateau, mais justement, c'est grandiose, c'est magnifique, c'est pas du tout inquiétant ou quoi que ce soit. Mais ça m'avait marqué justement en ce que, sur le bateau, on a le mal de mer aussi. Enfin, et donc, elle est venue, quand j'ai coupé le texte, elle est venue naturellement, l'image du bateau, mais on n'écrit pas à partir de rien, je sais que je la lui dois. Alors ouais, j'y vois deux autres choses sur le bateau. Oui, j'ai vu tout elle, je la voyais pas, je la connais pas, mais je voyais le bateau ivre. Oui, Rimbaud, il est partout dans le texte aussi. Donc c'est... Et donc sur le mal de mer, ça fonctionne quand même assez bien, sur la dépossession et le largage des amarres. Mais je voyais aussi... Est-ce qu'il va me revenir ? Je suis un pilote dans mon vaisseau. Je connais pas. Ça c'est... Or c'est du Platon, ça, je suis comme dans un pilote dans mon vaisseau, c'est vraiment... je suis pas de bonne en philo, mais... C'est vraiment sur les rapports entre corps et âme et le fait d'être capable de diriger son corps, en gros. Mais les historiens de la philo là vont me tuer, quoi. Mais c'est pas cette phrase m'est venue, quoi. Et sauf que là, il n'y a plus de pilote, quoi. C'est vraiment, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Ben non. Non, là, tu fais ça, ouais. Et bon, après, j'ai aussi pensé à Popeye le marin, mais ça me faisait peur quand j'étais petite. C'est le film d'Altman. Je l'ai pas vu, mais... Parce qu'il y a un gros poulpe qui attaque comme ça, et donc j'avais ces images en tête, quoi, de poulpes attaquant des bateaux. T'as vu, ça veut dire que ça a évoqué des images inquiétantes. Donc, ah, mais ça a marché, quoi. Et les images inquiétantes se prolongent, j'y vais pas. Vas-y. Encore les articles définis, hein, la fumée des gros cigares passe sous ma porte, donc là, la pénétration de la peau par l'eau au préalable se poursuit par la fumée. Donc finalement, on va avoir quelque chose qui devient plus concret en termes de présence extérieure, même si cette présence est encore finalement que semi-matérielle puisqu'il s'agit de fumée. On peut se demander comment le jeu lyrique a connaissance de ces gros cigares, et c'est ça aussi qui est inquiétant, s'il en a connaissance. Et le gros cigare, je pense, c'est quand même une image phallique. Oui, alors, même avant que ce soit une image uniquement phallique, c'est masculin. C'est souvent ramené voilà. Avant le sexe masculin, juste c'est masculin. Ouais, alors il y a des femmes qui fument de gros cigares. Ouais, bien sûr, mais à ce moment-là du texte aussi, la narratrice est très jeune. Donc, je crois pas qu'elle ait beaucoup vu de femmes avec des cigares. On décortique. Donc, ils sentent le vertige, ça va reprendre les gros cigares avec ce raccourci en fait syntaxique ou cette condensation qui fait que ce n'est pas la fumée qui sent mais le cigare. Par la reprise pronominale. Et en plus, on peut noter que c'est pas normal de sentir le vertige. Normalement, c'est l'odeur qui devrait provoquer un vertige ou un malaise. Mais en fait, finalement, c'est comme si la conséquence était dilatée, enfin éloignée à ce moment-là. Et en même temps, ça donne l'impression de quelque chose de très rapproché. Je sais pas si là je suis claire. Ça va avec le fait que on sait pas où on est, on sait pas où sont les choses par rapport à la personne qui parle, ça a l'air super loin parce que c'est pas précis de fou. Et en même temps, ça va jusqu'à lui coller dessus, donc c'est très proche. Et en fait, le vertige, c'est déjà une dépossession. Ah oui, complètement. Quand on tombe, on sort de son corps. Et enfin, on en perd la maîtrise. Normalement, on reste dedans. À ce moment-là. Pas dans la sensation. Mais dans la sensation, on part. Le raisin pourri, donc après, hop, nouvelle phrase nominale. Donc vraiment sur une odeur, en fait, qui là,
est une odeur, mais qui est aussi une sensation tactile. Le raisin pourri, on a déjà la sensation du fruit pourri. Et en même temps, voilà, c'est cette espèce de madérisation qu'on peut avoir, qui va avec l'ivresse du vertige, mais qui là, quand c'est pourri, n'est pas une bonne ivresse. On est vraiment du côté de la corruption. Puis c'est gluant. Et donc, on a le tactile. Et là, l'horreur absolue pour moi, cette phrase, elle est horrible, mais horrible, pas poétiquement, mais dans ses connotations. Le jus coule sur ma porte. Lentement, alors bon, lentement va permettre de prolonger lui-même avec une nouvelle phrase pour le seul adverbe, cette coulure. Je pense qu'il faut un peu commenter le jus. Le jus va reprendre le raisin, il reprend tout ce qu'il y a de liquide avant. En même temps, le jus, c'est en argot, et notamment en argot sadien, éjaculat. Ouais, ça je l'ai su après, pour l'argot sadien, parce que j'ai lu ça après. Mais le jus de raisin est aussi un motif qui revient, pas dans l'ensemble, mais dans la première section, pas dans les autres. Et c'est une image du sperme, c'est aussi une image de ce qu'on... Comme si le sang, parce que c'est un peu violet quand même le jus de raisin, c'est un peu comme le sang. Et donc c'est le sang qui pourrit à l'intérieur de nous quand on a trop de choses à dire, mais on n'arrive pas à s'en libérer. Oh, c'est marrant, t'es proche d'une théorie humorale. Morale ? Humorale. Des humeurs. Ah oui, je connais la théorie des 4 humeurs. Ouais. Mais pour les mots, en fait, comme si la théorie humorale te permettait de concrétiser l'image verbale du trop-plein. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est parce que je bosse sur les sources notes. Mais j'aurais pas pensé, parce que moi, mon approche, c'est vraiment les textes grecs que j'ai traduits pour cette théorie. Mais, donc, j'aurais pas pensé spontanément, mais oui, c'est vrai qu'il y a de ça. Surtout qu'il y a tout un texte qui parle de... c'est Violette qui voit Romane dormir et qui dit qu'elle a envie de sortir tous les mots que Romane garde dans son corps et qui la font pourrir. Et justement, il y a à nouveau ce truc de... ça pourrit, enfin, il y a un liquide qui pourrit. C'est pour ça qu'on pleure aussi, non ? Pour évacuer les liquides qui pourrissent. Ouais. Je sais pas si c'est physiologiquement prouvé, mais ça peut Non, être non, expliqué. non, j'étais pas en physiologiquement prouvé. Mais dans la sensation. Sur le trop-plein. Je Je pense que mon expérience des larmes a trop changé ces dernières années pour... ça remonte pour moi à des sensations plutôt anciennes d'avant le deuil. Okay. Les larmes du deuil, elles sont différentes. Désolée. Non, mais c'est intéressant. Ça venait de me venir comme réflexion. Donc, Mais sur les larmes, qui peuvent rejoindre des larmes de colère aussi, par exemple. Ça je connais bien. Enfin, voilà, maintenant quand je pleure, puisqu'on en est aux confidences, je suis brisée en deux, quoi. Mais ce que je sens, c'est la brisure, c'est pas le trop plein maintenant. Ok. Et ça, c'est d'avoir trop pleuré mon père. On va continuer ? Ça va être très intense. C'est pour ça qu'on ne fera pas faire tout le recueil. Hein. Non, mais là, c'est vraiment un texte qui est particulièrement dur. Oui. Faut rassurer les gens aussi. Oui. Il y a des textes qui sont positifs. Oui, mais moi, je trouve important de montrer comment tu es capable de faire sentir ces choses-là. Et comment, de ces motifs, vont arriver des sillages très différents, finalement. Nouvelle strophe ? Ouais, strophe. J'ai l'impression d'être une tortionnaire. Non. Je le vois s'arrêter, il va le lécher. Donc, hop, 2 phrases très courtes. Donc, on n'est pas exactement dans le style coupé, on a plus l'impression de quelqu'un qui est haletant, qui est juste en train de faire des notes mentales. Oui, exactement. Et donc, c'est le même jeu que celui qu'on avait avant. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de raison de penser à quelque chose d'autre pour le moment. Mais en revanche, le pronom personnel-objet, le, alors on ne sait pas trop à quoi il renvoie. Est-ce qu'il renvoie au jus qui s'arrêterait ? Mais on a appris, il va le lécher. Et là, ça, moi j'ai l'impression que ce pronom personnel, il met en scène quelque chose ou quelqu'un de non défini, mais de déjà connu et d'identifié par le jeu lyrique. Le il. Je le vois s'arrêter, qui est ensuite repris par il, et le reprendrait le jus. Voilà, c'est ça. Les deux le ne sont pas la même chose. Mais c'est intéressant parce que
sur le coup, on peut croire que c'est le jus, et on comprend à la deuxième phrase que non. En fait, ce le, c'est celui qui va être pris par il, et qui là a quand même quelque chose d'anthropomorphe. Oui, bah, ouais. Et avec. Bon, bah, c'est pas illogique de lécher du jus, surtout en contexte alien. Mais l'imminence par la périphrase va aller faire quelque chose, donc être sur le point 2. Bon, bah, il pourrait être super sympa en contexte érotique et semble ici. Parce que lécher, ça amène du contexte alimentaire et ou érotique. Et là, on sent que c'est plutôt dégoûtant. Mais l'alimentaire et pas l'érotisme du coup, mais le mauvais côté de la sexualité, c'est très lié, je crois, chez moi, enfin, dans ce texte. L'abject. Ouais, la nourriture, ce qu'on dit. Et ce qui est intéressant, parce que d'un point de vue purement symbolique, l'alimentaire, c'est ce que tu ingères, et l'abject, c'est ce que tu expulses. Vrai. Je continue ? Oui. Italique, nouvelle strophe, donc, lèche-le. Donc là, bah, tu nous as donné un code, c'est donc une parole prononcée, et je suppose plutôt par le il, oui. Qui est un ordre, un impératif. Donc le, on suppose qu'il vient du jus, et que cette phrase s'adresse au jeu lyrique, et qu'elle n'est pas super sympa. Parce qu'il n'a pas dit s'il vous plaît. Non, il n'a pas dit il va jamais dire s'il vous plaît. Ouais. Mais, et ça paraît assez fort, et c'est... et en plus, c'est pas quelque chose comme lèche-moi. Il pourrait encore s'entendre avec une visée utilitaire. Lèche-le, si c'est du jus qui coule sur une porte, c'est un acte d'humiliation. Complet. Ouais. Nouvelle strophe. Sa coque frappe ma porte avec force, coupe ma proue qui tombe dans l'eau, grand fracas, mon bateau chavire, se retourne. Et là, le ça, on ne comprend pas immédiatement qui c'est, mais en fait, on le comprend assez vite, va reprendre donc ce il, le... Si jamais les gamins me regardent, hein, le démonstratif possessif de troisième personne singulier. Et cette coque, on ne comprend pas immédiatement d'où elle vient. Je pense qu'il y a quand même un jeu avec le terme anglais, coque. Non, peut-être pas pensé. Non, mais ça marche. Mais ça marche pas mal. Ravi. Au moment où j'ai écrit ce texte, j'ai 17 ans. Ce texte-là précisément. Mon niveau d'anglais a beaucoup progressé depuis. Je n'aurais pas su penser à ça sans. Oui, mais il y a des coïncidences qui fonctionnent. Ouais, c'est ça. Donc sa coque frappe ma porte avec force, et là on voit le retour du O. Le O, c'est plutôt quelque chose de positif, hein. Souvent en littérature, le son O, par sa plénitude, on pense au cercle parfait de Monique Wittig. Mais là, il va quand même avec de la fricative, qui est beaucoup moins positive. C'est un trou. Et là, c'est plutôt le O de Marguerite Duras. D'accord, bah, pourtant elles étaient un peu copines. Mais on n'est pas toujours d'accord avec tes copines. Je connais très mal Duras. En tout cas, on sent que le O il revient, et qui va aller avec le OU ensuite, un coupe ma proue, qui, moi je trouve au niveau de son et mimétique je le dessine là, mais des vagues de comment ça s'appelle quand le bateau il commence à tanguer, du tangage. Et le U, c'est un O coupé. Visuellement. Oui. Pour le O-U, ok. Donc en plus, il y a un jeu de typographie pas dit, puisqu'il est visible. Alors la porte, elle reprend la cabine, entrée dans une cabine qu'on avait au préalable, mais on va très vite comprendre que la cabine représente finalement aussi le corps du jeu lyrique, mais un corps qui est éloigné par le fait qu'il est ramené à la pièce d'un bateau, en fait, à une pièce sur un bateau. Et on a en fait une bataille navale, concrètement, qui se passe pas très bien. Et dans cette bataille navale, le navire est l'emblème ou le symbole de ce jeu lyrique. Le fait que ce soit un emblème du jeu lyrique met déjà en avant cette dépossession dans un contexte agonistique de bataille. Je sais ce que c'est. Oui, mais c'est sympa pour les amis. Et là, on a des étapes dans cette bataille. Alors, ça peut rappeler Shining. Hein.
frappe ma porte avec force, Ouais. quelque chose comme ça. Ah ouais, j'adore Stephen King en plus. Alors je pensais encore plus à Kubrick et à... Oui, mais Kubrick, je l'aime un peu moins, étonnamment. Ah, j'aime bien Shining, mais j'ai fait une vidéo dessus, Mais j'aime pas tout Kubrick, ou pas de la même façon, mais j'aime vraiment, vraiment le Shining de Kubrick, plus que celui de Stephen King. J'ai fait vraiment une vidéo de... J'irai voir. Le style devient tellement coupé qu'il n'y a plus de sujet. Parce que là, on est dans la notation qui est de plus en plus brutale et mimétique de la brutalité. Ça s'entend aussi avec donc, les fricatives et les palatales. Ouh, j'ai des restes d'agrègue là. Donc coupe ma proue qui tombe dans l'eau. Et en fait, on voit, là, on a la relative n'est pas du tout descriptive ou ne permet pas d'identifier ma proue, mais en fait, ce qu'on a, c'est déjà le rythme de ce qui est en train de se passer, et donc le déroulé des événements. Sa conséquence immédiate par une phrase nominale grand fracas, on note encore les fricatives et les liquides, ça tombe bien. Mon bateau chavire, se retourne, et là, on a l'impression d'une espèce quand même de plus grande maîtrise par rapport au bateau, mais qui en même temps est un bateau perdant sa maîtrise puisqu'il est en train de se retourner. C'est pas... Il y a une maîtrise, mais qui n'est pas de la personne à qui appartient le bateau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une maîtrise de la sensation. Sur mon bateau chavire se retourne, qui a moins d'en coupe ma proue, du fait du retour du sujet. Ok. C'est comme si la sensation elle était plus accrue, en fait. Ok, oui, je comprends. Mais que la sensation de dépossession est plus accrue. Donc on est plus en possession de sensation de dépossession, pour expliciter. J'ai compris. Nouvelle strophe, je recule contre l'eau noire. Et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Ça, c'est vraiment mon mauvais esprit. Enfin, c'est pas du tout la même ambiance, on n'est pas du tout en potache. Mais je pense que le fait qu'il y ait... C'est pas des approches que j'aime beaucoup en littérature, mais qui cul dans recul joue. Un peu comme le cœur volé, qui est aussi le cul chez Rimbaud. Ouais, c'est vrai. Mais c'est aussi, juste d'un point de vue plus terre à terre, recul, c'est une des actions du va-et-vient de la pénétration. Voilà. Donc, et qui essaie d'échapper et qui en même temps est déjà dans l'acte. Avec donc cette eau noire, donc hop, de l'eau qui on avait au début, qui revient, mais qui est, comme tu disais tout à l'heure, particulièrement angoissante et dans des images angoissantes. Nouvelle strophe, je te plus vite sur celle-ci. Il s'avance vers moi, donc là on est dans les descriptions d'événements, un abordage en fait, littéralement. Si on a vu Tintin, on peut penser à des scènes du Secret de la licorne. Saute sur mon bateau, arrache mes voiles, jette mes cordages au sol, déchire mes pétales. Donc disparition du sujet logique. Le sujet lyrique, lui, n'est ici que d'abord en pronom tonique, puis en... pas l'article, en déterminant, possessif, donc mon bateau, mes voiles, mes cordages, mes pétales. Donc là, on a comme un ensemble d'événements, presque sur une énumération d'actions, qui va montrer une précipitation et quelque chose qui est en train de se passer, et qui file complètement la métaphore du bateau, où on peut avoir l'envie au départ d'un peu élucider, donc les voiles seraient quelque chose comme les vêtements, mais au moment des cordages, on ne voit plus trop, alors peut-être que les cordages sont des sous-vêtements, mais en tout cas la métaphore du bateau, elle s'arrête avec les pétales, parce que les bateaux ne sont pas des fleurs, et qui en fait ouvre le nouveau motif des fleurs. Et en même temps, moi c'est vraiment déchire mes pétales, j'ai vraiment eu mal au ventre en le lisant la première fois. Parce que, le motif floral c'est souvent un motif sexuel, de représentation notamment de la vulve ou de l'anus comme une fleur. Mais c'est le moment où on ne peut plus croire à la métaphore de l'abordage et on est obligé de la voir comme une métaphore, qui parle donc d'autre chose qui est très claire. Ça marche ? Ça marche. Nouvelle strophe du violet dans le noir. À nouveau une phrase nominale. Du violet reprend de l'eau, mais l'eau elle-même n'est plus avec un article partitif mais avec un défini. Ce qui la rend plus angoissante. Parce qu'elle n'est pas maîtrisable comme si on pouvait la prendre dans ses mains en fait. Oui. Et on en a un peu parlé, on le retrouve complètement ici, mais s'ouvre une première amorce pour le personnage de Violette, mais en même temps pour la couleur, qui est donc une couleur
féministe, une couleur de sang, et aussi au niveau purement sonore, une couleur qui contient le viol. Et c'est aussi en Italie la couleur du deuil. En Italie du Sud. Ça l'était en France. Ça l'a été en France, je savais pas. Notamment dans le demi-deuil. Et ben, Noir et violet. c'est une couleur très complexe. En fait, une des suppositions sur le violet couleur féministe, il y en a plusieurs, mais parce qu'on n'est pas sûr, mais ce serait notamment le violet du deuil des mères qui ont perdu leur fils et que Barès proposait de faire voter au nom de leur fils mort. Parce que tu comprends bien que c'est plus important de faire voter des mecs morts que des femmes vivantes. Moi, j'ai jamais dit que Barès était progressiste. Hein. Mais ça fait partie, il y a plusieurs explications sur le violet féministe. Ok, mais je savais pas celle-là. Ouais. Elle est triste. Hein. Ah ouais, carrément. Ouais, donc, mais en fait, c'est pas vrai parce qu'il y avait du violet avant la Première Guerre mondiale. Okay. Mais c'est une belle explication, malgré tout. Mais ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'ajoute, c'est celle qu'on va donner. En fait, du violet, t'en as déjà chez les Saint-Simoniennes en 32. Voilà. Même s'il y avait peu de typographie violette, parce que c'était très cher dans les années 1830. Je tourne la page, je suis page 11. Ça va être pour les gens qui prennent des notes sans acheter le bouquin. On vous voit. Continuez, mais achetez-le quand même. Sinon, je fais ça, on est ensuite tout C'est parce que tu vas l'acheter. Je fais mieux, je le cite. Je prie pour ne rien sentir. Et donc là, on est dans quelque chose en fait qui se sort de la scène et qui en même temps est un genre de prétérition parce que prier pour ne rien sentir, c'est bien montrer qu'on sent. Et donc les images préalables peuvent aussi être lues évidemment comme des sensations plus que comme une scène, c'est-à-dire comme la façon dont une scène va être vécue et pas comme elle s'est déroulée si on parle de façon factuelle. Mais c'est exactement ça. C'est pas comme elle s'est déroulée parce que il y a un décalage. Tu l'as vu tout à l'heure, t'as dit il entre à un moment donné. Non, il s'avance vers moi. Alors que juste avant, il lui a fait lécher quelque chose. C'est pas chronologiquement, c'est pas cohérent. C'est vraiment des flashs de sensations. Et la rupture temporelle fait partie très souvent du trauma, mais ça, les abonnés le savent déjà. Je sais pas. Et qu'ils ne me sentent pas, donc pour ne rien sentir, et qu'ils ne me sentent pas avec une polysémie énorme sur le verbe sentir, parce que là on a l'impression d'un animal qui aurait du flair, et donc auquel il est aussi impossible d'échapper, notamment en contexte de stress où on transpire, on sent fort, mais avec aussi une espèce de volonté très légitime, hein, mais de non-plaisir dans l'autre, et donc qui sous-entend aussi un plaisir dans cette dépossession, et comme une sensation olfactive charnelle, et il y a aussi quelque chose de très étrange dans ne pas sentir quelqu'un, ne pas pouvoir sentir quelqu'un, qui parle aussi d'un danger imminent de mort. Oui. Parce que c'est un moment de épidermique, mais de colère, de la colère épidermique, ne pas sentir quelqu'un. Nouvelle phrase, que mes contours s'effacent, qui est donc une phrase que je n'accepterai pas dans une dissertation, puisqu'elle n'a pas de verbe principal. Il y en a beaucoup du coup dans le texte des phrases. Ouais, mais tu vois, c'est dans ton texte, je trouve que ça passe. Je trouve qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à les maîtriser, les phrases verbales. Mais là, il y a. Donc la relative, elle va dire en tout cas encore quelque chose du sujet lyrique, puisque il n'y a pas de jeu, objet, sujet grammatical. Et celui-ci va se dire par une espèce de métonymie extrêmement étrange de mes contours, qui rappelle déjà la peau qu'on avait là et au début du poème, en titre, et qui en fait appelle la dépossession, alors que dire mes contours pour parler de soi, c'est déjà une dépossession. Et donc là, en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une tentation spectrale. Puisque tu aimes bien les fantômes. Mais... Je sais pas si je les aime, mais... mais ils sont là. Et il y en a beaucoup. Voilà, alors... Je continue. Mais je sens ses doigts, donc nouvelle strophe, hein, qui pénètrent ma chair pour y vivre, ils collent mes cartels sortir, je veux sortir de moi. Je vais faire aussi la suivante, je glisse encore. Je vais aller plus vite sur celle-là. Donc on a un mais en ce qu'on appelle en préposition en grammaire, c'est-à-dire en première position avant le sujet, qui en fait montre par la nouvelle strophe en fait, comme une nouvelle chute, comme une nouvelle impossibilité. Et ça, c'est une nouvelle impossibilité qui se joue à plusieurs niveaux. D'abord celui de la sensation et ensuite celui de l'action en train de se dérouler. Donc je sens, et puis l'action de ce il qui apparaît ici par ses doigts.
Et on va avoir en fait la bataille entre les deux bateaux devient une bataille entre des doigts et de la chair, ma chair, qui ici on a l'impression d'être en fait en plein milieu de la matière. Et parce qu'on n'est pas sur un lieu précis du corps, qu'on comprend par le verbe pénétrer, mais qui en fait est obscène ou qui se pose et ou qui pénètre à ce niveau-là. Et ça je sais pas si tu vois le tableau Le viol de René Magritte. Si. Ouais, Oui. ça donne cette sensation-là. Que tout le corps est soumis à ce viol. Et que c'est pas une question d'un organe. Non. Oui. Tout le corps et plus. Pour la question du corps, et là, la question du plus, elle arrive. Sur le reste de la strophe, donc pour y vivre, alors là, on se souvient de l'anthropomorphisation des murs, etc., qui était inquiétante. Là, ce sont les doigts eux-mêmes qui s'autonomisent et qui, par le pronom adverbial Y, finalement, sont en train de coloniser littéralement le corps et donc de le posséder en s'y installant. Donc, et là, les doigts vont être le sujet logique de plusieurs verbes, colme, écartèle, de deux verbes en fait, ça suffit. Le poisseux, ça nous rappelle le jus de raisin, les transpirations précédentes, mais aussi donc cet abordage dont on parlait et qui en fait ne se fait plus au niveau des bateaux, mais qui est plus resserré. Et en fait, cette espèce de vision d'entonnoir de plus en plus myope, qui se concentre sur la sensation, prolonge l'angoisse de l'eau qu'on avait au départ et la redouble. M'écartèle tout seul est absolument littéralement déchirant parce que ça parle d'une déchirure. Sortir, je veux sortir de moi. Là, en fait, c'est là qu'on va voir en fait le passage du corps à l'esprit, si pour autant que cette séparation corps-âme est en sens. Parce que ce sortir, je veux sortir est d'abord sortir que ses doigts sortent, que moi je sorte de là, et ensuite, puisque ça c'est pas possible, sortir de moi, et donc c'est le moment de la sidération psychique, si on prend des verbes du vocabulaire de la psychotraumato, mais qu'on retrouve de toute façon bien avant la psychotraumatologie, puisque ce sont des expériences de dépossession en situation extrême. Je glisse encore, qui pourrait aller dans le sens de cette sortie et qui va pas encore, parce qu'en fait on est dans une sortie qui n'est pas une sortie mais qui l'est quand même. Et c'est quand même un retour du sujet logique, et là en fait c'est vraiment comme une noyade, c'est-à-dire que chaque retour pourrait être un moment de repossession de soi, à ce moment-là, mais en fait ressemble plus au moment où un noyé est en train d'aspirer avant de retourner dans l'eau. Et donc où en ayant la sensation plus accrue, c'est plus dur. Ça marche maintenant ? Ouais, ça marche, je suis concentrée. Sa brûlure froide contre ma peau qui frémit pour lui échapper, partir, remonter, ne peut pas. Mon cœur tambourine, il va s'enfuir, il va m'abandonner. Là, alors je sais pas si c'est un retour à la ligne ou pas de place, c'est un retour à la ligne, avec lui. Nouveau retour à la ligne. Et là, en fait, les sensations vont commencer à ne plus pouvoir se dire, et donc elles se disent par des antiphrases, en fait, des adunata, des... Oh, si je perds mon mot. Ça, c'est à force de plus enseigner, tu vois. Le lait noir, c'est pas seulement l'adunatone, c'est l'alliance de deux mots. C'est des oxymores. C'est ça, tout simplement. Merci beaucoup. Pas de soucis. Mais la brûlure froide, bon, mais on peut vraiment se faire des brûlures de froid. Hein. Attention, quand vous avez, je sais pas, un cocard, mettez bien le glaçon dans un torchon. Non, mais il faut en profiter pour quand même délivrer des messages de santé publique. C'est vraiment important, mais bon, évidemment, on est d'abord dans l'oxymore avec la brûlure froide. Et en fait, avec, donc, toujours cette approche sensorielle synesthète que tu as bien développée tout à l'heure, enfin, que tu as développé tout à l'heure, c'est pas moi dire que c'était bien fait, mais que finalement, il est lui-même la conséquence de ce qu'il fait. Et ça va amener une espèce d'accélération et de condensation dans la scène et dans les sensations. Et où on a quelque chose, alors qui n'est pas encore exactement l'hypervigilance, mais qui en est déjà proche, c'est-à-dire que dans les souvenirs traumatiques, on a souvent des souvenirs de détails, de façon extrêmement focus, très myope. Là, ma peau qui frémit, et donc l'espèce d'animalisation, humanisation, anthropomorphisation, personnification déjà évoquée, on la retrouve ici, où ma peau désigne bien le jeu lyrique, mais c'est un jeu lyrique qui s'observe parce qu'il n'est plus en lui. Et donc c'est une façon de représenter la dissociation, et qui en même temps est vivant par le frémissement, par cette volonté d'échappement, j'allais dire d'échappatoire, mais échappatoire c'est figuré, quoi.
donc pour lui échapper, mais qui ne peut pas. Donc partir, remonter ne peut pas, mais le ne peut pas, il est avec un X, donc ce n'est plus la pause, c'est le jeu, mais c'est un jeu qui n'est pas dit au niveau de l'expression du sujet. Et donc ça, non, mais quand on parlait des flottements sur le sujet lyrique, je crois que dans ce seul poème, on comprend bien comment ça peut flotter, apparaître, réapparaître, disparaître, revenir, Ouais. et ce que ça dit Alors de ce qui est en train de se passer. Il est tout seul, enfin, c'est pas... Ça, c'est déjà le souvenir. Ouais, c'est ça, c'est elle et elle, c'est pas elle et quelqu'un d'autre. Mais parce que le sujet est dissocié. Ouais. Mon cœur tambourine, donc là c'est les mêmes commentaires, hein, mais avec bon, évidemment les sensations là qui sont remplies de sensations internes de l'ordre de la proprioception. Enfin, il est compliqué. C'est la sensation que l'on a à son propre corps. Il va s'enfuir, il va m'abandonner. Là, retour à la ligne avec lui, donc ça je l'avais lu. Et là le il en fait, ça pourrait être l'autre, mais avec cette étrangeté qu'on cherche à le retenir. Et ça aussi ça parle du trauma. Quand finalement la seule personne refuge, si votre bateau il a coulé, le bateau de votre ennemi vous sauve. Si on reprend les métaphores. Mais où le il peut être en même temps le cœur. Je pense que c'est plutôt le cœur, pour ce que tu as écrit. Cœur, ouais. Mais il y a une ambivalence, une amphibologie syntaxique. Et là, la dépossession, elle se passe aussi par les organes. Il y a un très beau passage dans le Page disgracié où il a des hallucinations à cause de la fièvre. Et en fait, il se voit avec un trou à la place du cœur. Alors parce qu'il est amoureux, mais c'est... Ouais. Et là, le cœur autonome, qui peut être aussi une réminiscence. Je pense que tu l'as pas eu en tête, mais elle peut être là dans la poésie quand même. Ça, c'est une autre question de l'utérus sauteur des médecins antiques et d'ancien régime. Mais là, c'est le cœur. C'est possible. Mais je crois que dans l'idée de sortir son... Enfin, le cœur qui... D'ailleurs, elle ne le sort pas, il part tout seul. C'est... Mais ça, c'est mon cœur un peu l'instinct de survie de... Il faut protéger ce que je peux protéger que ça. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Donc il part et puis aussi ça, je sais pas si ça annonce ou ça suggère un peu le fait qu'elle va être sauvée par elle-même, bien sûr, mais aussi par l'amour. Avec le cœur. Mais là, moi ce que je vois en premier, sans te nier du bien. tout, mais c'est mon cœur bat à la coupe. Du cœur volé. Donc tu vois, c'est là où les images elles sont très très denses. Ouais. Et très intertextuelles, parce que je pense que tu le connais bien ce poème de Rimbaud. Je le connais bien, oui. J'ai pas fait exprès, mais comme je disais tout à l'heure, on n'écrit pas tout seul, donc ouais. Et puis avec l'image du bateau, de la proue, etc. Enfin, on est très très proche de ce poème qui est quand même particulièrement dur. Puis Rimbaud qui est mon premier amour littéraire. Ça se sent. Et avec il va m'abandonner là, avec lui. Et donc, où l'abandon se fait quand même avec quelqu'un ou quelque chose, hein, le lui. Parce que le cœur, quand on n'a plus rien, peut se personnifier. Puisqu'il peut abandonner, il peut lâcher, il peut partir. Mais on ne sait plus qui est le lui, et ça devient un abandon dont on sait... L'abandonnement, ça peut être érotique, par exemple. Ouais, là non, mais ouais. Lui, c'est le monsieur. Et donc, je ne serai plus qu'un cœur, ou qu'un corps sans cœur. C'est ça. S'il n'est plus là. On continue. Je ne peux plus penser, je ne veux plus sentir, je veux rattraper mon cœur. Donc ça, c'est une nouvelle strophe. Là, on a du jeu. 1, 2, 3. Oui. Rythme ternaire. Donc là, il y a quelque chose qui est très présent, mais qui est présent par la négation, parce que peut plus, veut. Mais il y a quand même quelque chose qui un peu monte. Donc il n'y a pas la pensée, mais il y a de la sensation, même si on ne la veut pas. Mais là, il y a une vraie volonté, je veux rattraper mon cœur. Avec, bien sûr, je pense, un jeu sur cette expression prise littéralement d'avoir le cœur au bord des lèvres, d'avoir des hauts le cœur. Tous ses doigts m'ouvrent. Là, t'as vraiment l'image du parapluie. Hein. Automatique, non? Enfin, ouais, Non, moi, j'ai l'image des instruments médicaux qui... Ouais. Enfin, en tout cas. Et où on pourrait avoir tous mes doigts sourds, ça serait sympa, dans l'autre sens, ça l'est moins. Et ça reprend l'écartèlement qu'on avait avant. Et avec cette horreur ici d'un pronom personnel objet du verbe ouvrir. Je pense pas avoir besoin de le commenter davantage. Non, je pense pas, c'est clair. Plus rien ne sent l'amour, rien ne grince encore. Ça, c'est un moment qui est très important pour la suite. Ouais.
et qui passe sur en fait un instant qui est un instantané mais qui se fige. Mais là, moi, ici, là, je sens une réminiscence de ce moment-là où on repense à ce qui a été. Et avec un présent qui est vraiment un présent en fait historique, tu vois, c'est-à-dire le présent de quand tu racontes un événement, alors qu'avant je sens le présent d'énonciation, si on parle des valeurs de présent. Ouais. Et évidemment parce qu'on n'a rien de Grèce encore, qui pour le coup est une prolepse, qui va vers l'avenir. Exactement. Et donc qui est matricielle au niveau du recueil, parce que ben, on va voir que ça grince beaucoup. Oui, c'est le lit de Romane qui grince beaucoup. Et le lit il est presque ici, avec la fin. Oui. Mais c'est ce moment où où la dépossession est complète, où il n'est pas possible de se tromper sur ce qui est en train de se passer, mais où en même temps la mémoire trauma n'est pas encore activée. Elle va arriver. Je tombe dans l'eau, aucune fleur ne me retient, il brise. Bon, ben, c'est d'une certaine manière la chute de l'abordage. Cette eau, c'est l'eau qui ouvrait le poème, l'eau noire, et quelque chose de l'ordre du fleuve l'été aussi, peut-être. Peut-être aussi des eaux symboliques d'oubli, mais aussi de douleur. Ouais. Peut-être plus de Le douleur. fleuve des morts. Et bon, bah c'est là aussi, quand on a vu Titanic, on sait que c'est pas cool de tomber dans l'eau à brûlure froide. Le rythme lui-même est un rythme de chute, hein. Aucune fleur ne me retient, donc bah, la double négation permet de dire ce qui aurait pu être, et en même temps ça reprend le motif de la fleur qu'on avait avec la violette et les pétales avant. Et donc il n'y a de fleurs à aucun endroit, et ici à ce moment du texte, peut-être que la fleur elle est aussi poétique, et que la possibilité de revoir des fleurs comme poétiques va se reconstruire dans le recueil, en fait, à partir de là. Là, aucune fleur ne me retient parce que elle a personne pour l'aider, elle n'a pas encore Violette. Il y a aussi, c'est très enfantin, mais dans les dessins animés, avec des tout petits bonhommes, quand ils tombent, ils se rattrapent aux pétales et ça amortit les chutes, ça fait des chutes toutes douces. Et tout. Même dans Avatar, il y a ça. Et bah, c'est un peu l'idée là, il n'y a rien qui va faire de pause dans la chute, même qui va l'adoucir, et même ça fait des caresses dans la chute, il n'y a pas ça. Ouais. Bah non, puisque c'est l'eau. Bah oui. Il brise. Là, le il reprend le monsieur. Le brise peut rappeler le brise-lame, qui sont des bateaux hein, qui font des chemins dans la glace, plutôt au pôle Nord, je crois. Je suis pas très bonne en bateau. Mais oui, c'est ça l'idée. Puis en plus, tu l'as super bien dit avec le brise-lame, enfin, il brise, il y a l'idée de la lame, et une image qui représente pour moi le mieux le viol, c'est le couteau. Je ne l'ai pas utilisé là, mais elle est en latence dans il brise. Et là, il brise en emploi absolu, donc sans objet derrière, montre d'une certaine façon l'étendue du désastre, mais aussi que ça devient finalement presque son identité de briser. Parce qu'il ne peut plus être résumé qu'à ça. Du point de vue du générique en tout cas. Ouais, à ce moment-là. Ouais. Je ferme la cage. On peut noter au niveau poétique comment ça commence par un jeu, finit par un jeu. La cage, ici on comprend pas trop, on va le comprendre avec les prochains poèmes, que le bateau peut devenir un lit et ce lit être aussi une cage. Ouais. Et ce lit-cage va grincer. Tu veux continuer? Je continue. Oui, non, mais c'est ça, je suis d'accord. Et en même temps, on a une lecture possible, symbolique de cette cage, comme moi je vois littéralement l'enfermement dans la mémoire trauma. Oui, c'est ça. Et oui, ça, le fait que on veut sortir de notre corps pour échapper à ça, mais on ne peut pas en sortir. Et on est enfermé dedans parce qu'on ne peut pas sortir de cette mémoire-là. Chaque geste qu'on fait, dessus, il y a le poids de ça. On a l'impression que notre valeur ne se situe plus qu'à cet endroit. Et en fait, c'est très lié aussi au lit, tout ça, parce que donc là, c'est le jeu lyrique de ce poème, c'est Romane. Et donc Romane, par la suite, va se prostituer. Là, c'est pas un acte de prostitution. Et en fait, elle se prostitue parce que
elle en a besoin pour vivre, parce qu'être comédienne ça lui suffit pas, et parce que de toute façon elle ne s'appartient plus, donc elle voit pas pourquoi oui c'est ça, c'est de toute façon je suis plus à moi, et elle représente, en cela elle représente les dérives prostitutionnaires, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est documenté pour les victimes de viol que souvent ensuite elles se tournent vers la prostitution. Et pas forcément. Ouais. Alors, c'est pas forcément la prostitution directement, mais globalement, il y a deux grands axes. On dit comme ça, c'est affreux, mais il y a l'hyposexualité, voire la fragilité absolue, et l'hypersexualité qui va aller vers la réjouissance rhéumatique. Et dans cette hypersexualité, qui est souvent une mise en danger. Mais la mise en danger, elle peut aussi aller avec l'hyposexualité. Hein. Oui, bien sûr. Mais parce que, donc voilà, comme tu le disais, le corps n'a plus de valeur. Ça peut passer notamment par des carrières prostitutionnelles. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà. Mais encore une fois, je limite pas le travail du sexe à ça. Là, c'est vraiment le cas de ce personnage qui représente quelque chose de précis. C'est pas ma vision du travail du sexe de manière générale. Quoi. C'est son histoire à elle. Et donc, dans ce vers, le jeu qui pourrait ouvrir finalement, montrer une maîtrise, une possession, un truc un peu d'empowerment ou d'empuissancement en français, il se répète dans la cage qui ferme et dans la répétition de la boucle. Et avec finalement presque comme si ce moment-là, la seule autonomisation ou agentivity, si on prend des mots des gender studies, était cet enfermement qui sera une protection qui n'est pas une protection et qui va passer notamment par la figure du hérisson. Que j'aime beaucoup. Je me dis, tiens, le revoilà. Ouais. Est-ce que là, je pense que pour le reste, on va peut-être pas faire autant de détails, tu vois, sur d'autres choses, parce que là, on a vraiment... Là, c'était vraiment le texte. Mais je pense que c'est le... Je sais pas si c'est le texte. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est le texte le plus fort, mais c'est aussi parce que c'est le plus ancien et qu'il a beaucoup voyagé. Mais c'est un des textes les plus forts du livre, et je voudrais aussi rassurer les gens pour dire qu'il n'y a pas que des textes négatifs. Oui. Mais je le trouve pas négatif, je le trouve violent, mais je le trouve pas négatif. Il n'y a pas que des textes violents. Ouais. Mais après... d'expérience négative, il n'y a pas que des textes d'expérience négative. Non, mais c'est parce que ce jeu ferme la cage. S'il y a une cage, c'est... Enfin, toi, quand on reprend le motif du fusil de Tchekhov, s'il y a une cage et qu'elle est fermée, il y a peut-être un moment où elle s'ouvre. Oui. Le hérisson apparaît tout de suite après, je fais juste quelques commentaires, comme ça tu pourras me dire si t'es ok. Comme une figure qui a l'air d'être d'abord très enfantine et naïve, un vrai hérisson qui marche dans les herbes. Ce hérisson, il apparaît en même temps comme une figure de relais du jeu poétique de Roman. Et avec cette image de qui s'y frotte, s'y pique, alors qu'il va aussi avec le scorpion, mais là on est vraiment sur le hérisson. Ouais, le scorpion est plus agressif. Ouais. Vu que l'image vient de Violette, que Violette est amoureuse de Roman, le hérisson convient mieux. Et bien parce qu'il est vachement mignon, le hérisson, en plus. Voilà. Et parce que le hérisson, c'est quelque chose qui va avoir des piquants vers l'extérieur, mais tu développes aussi l'image du hérisson retourné avec les pics vers l'intérieur, ce qui est une autre façon de parler du silice dans l'Ancien Régime, mais qui va montrer aussi les pics traumatiques. C'est ça. Que l'on peut s'auto-infliger dans ce cas-là. En même temps, le hérisson, il va entrer en écho, voire prolonger l'image de la barbe qui pique. Qui est dans la deuxième section. Ouais, mais moi, j'ai pas pu ne pas voir de lien. Oui, non, il y a un lien, mais je précise pour les gens. Et donc, ça peut avoir l'air d'être très mignon, mais ça devient vachement moins mignon d'un coup. Et jusqu'à l'image d'un trauma qui devient pratiquement matériellement représenté par le hérisson, mais là, je vais peut-être pas tout dévoiler à ce niveau-là. Ce hérisson aux multiples sens, en fait, il m'a fait penser au hérisson romantique. Et là, je pense que le motif, tu l'as pas. Non, mais ouais, du coup, que ce soit associé à un motif romantique, du coup, m'étonne. Du romantisme allemand, en fait, il voit le fragment poétique, les romantiques allemands autour de 1800, tout ça, tu vas le trouver dans l'absolu littéraire, de Jean-Luc Nancy et Lacoue-Labarthe. Attends, c'est Nancy et Lacoue-Labarthe, je sais plus qui a les prénoms. Il est dur, hein, ce bouquin, mais il est vraiment bien. Et le hérisson, c'est notamment un emblème du poème romantique inachevé. Ok. Parce que le poème, ça va être une monade qui fait signe vers elle-même et qui est hérissée.
Et en fait, ton motif de hérisson, il fonctionne aussi très très bien comme motif poétique d'une poésie qui peut montrer de la violence et dur, par moment. Et ce poème-là est vraiment dur, celui qu'on vient de lire, mais qui en même temps euh, va montrer quelque chose qui est clos, qui est une forme close, mais dans ton cas, je crois que c'est aussi une forme qui s'ouvre, comme le hérisson peut s'ouvrir, et tu présentes justement des hérissons dans différentes attitudes, différents types de hérissons. Oui, c'est ça, il y a différents types de hérissons, il n'y a pas un hérisson qui se... Et je trouvais que les images se rencontraient bien à ce niveau-là. Merci. Donc ça, c'était sur le hérisson, et le tout premier poème s'adresse finalement d'une certaine façon à la poésie ou Au lecteur. au lecteur. Oui, non, au mot et au lecteur. Ouais. Et montre... est-ce que tu veux nous le lire ? Oui. Du coup, c'est une sorte de préface. C'est le dernier texte que j'ai écrit pour ce livre et ça a été une grosse galère. À partir du moment où j'ai eu l'idée, ça a coulé tout seul, comme pour la plupart des textes. Mais je voulais absolument faire une sorte de préface, je voulais pas le donner comme ça, mais j'y arrivais pas, c'était horrible. Et puis je sais pas, un jour, ça devait cuire en moi, puis un jour c'est sorti. Mais donc c'est « Je ne crois qu'en vous, vous les mots, vous les images, les étoiles. Vous les fils que nous tissons de nos doigts pour que le sang court de veine à veine. Ouvrir la toile, faire parler la peau, faire parler ma peau. » Tu veux nous en dire quelques mots ? Donc c'est... Alors, c'est adressé au lecteur parce que c'est une sorte de mise en contexte. C'est vrai que ça aurait pu être encore plus explicite, mais bon, voilà. Tu vas pas non plus t'excuser, hein. Le but, c'est du coup d'expliquer un peu le projet dans le texte, qui est du coup de... Moi, je pense que... Moi, je crois en la littérature engagée. En l'art engagé de manière générale. Et... J'allais oublier de te poser la question, mais c'est non, parfait. Voilà, moi, c'est ce que je veux faire. On écrit de quelque part. Et pour moi... ce quelque part, il se retrouve dans ce qu'on fait, ça a un sens. On écrit pas ce qu'on est, mais on écrit à partir de qui on est. Et le but de... Alors, pour moi, la littérature aide, l'art de manière générale, mais voilà, aide à donner une substance et une conscience aux choses que le quotidien ou que la société dépossède. Et mon combat, à moi, de manière générale, et du coup aussi dans ce livre, c'est de donner une conscience au corps, alors en premier lieu au corps des femmes et des enfants, mais au corps de manière générale quand même. Et donc c'est là l'idée, c'est faire parler la peau, parce que nos corps vivent beaucoup d'expériences comptées, parce qu'on n'a pas d'espace pour les dire, parce qu'on pense qu'on n'est pas légitime, ou qu'on ne sait pas les dire, parce qu'on ne nous apprend pas aussi à exprimer nos sensations. Et le but là, c'est de libérer tout ça pour pas justement que ça pourrisse à l'intérieur. J'essaye, là ça parle de traumatisme sexuel, donc ça parle d'expériences qui touchent vraiment à l'indicible, mais dans mon travail j'essaye de m'approcher au plus près pour essayer de donner l'image la plus juste possible de ces sensations, même si chaque expérience est unique et je prétends pas trouver la solution pour toutes les personnes qui ont vécu ces traumatismes-là. J'essaye juste d'apporter ma pierre à l'édifice. Et donc faire parler la peau, c'est ça. Faire parler ma peau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans la dynamique de peau, donc le livre, c'est mon tribunal, je l'aurais pas autrement. Donc c'est cette idée de rendre justice, du coup à moi et aussi aux femmes de ma famille. Et donc ça c'est pour ce qui concerne l'adresse au lecteur, et ensuite je crois que c'est un texte très court mais qui porte un acte de foi dans pas la poésie uniquement mais la littérature et l'art de manière générale. Je pense que donc je crois en l'art engagé, et pour moi l'art engagé est une pierre majeure pour construire ce que moi je vois comme un monde meilleur. Et parce que par l'art, on peut amener les gens vers plus d'empathie, et on peut aussi éduquer. L'art, ça peut être
un outil d'éducation, et pour moi l'éducation c'est la clé pour changer les mœurs et faire évoluer la société. Et donc là c'est un acte de foi et c'est aussi je crois un texte de remerciement pour les textes que j'ai lus et qui m'ont aidée. Aussi ceux qui m'ont pas aidé mais ils ont le mérite d'exister, donc c'est un texte de remerciement global. Et pour mes mots à moi, je les remercie d'exister parce que j'écris pour moi, je publie pour les autres, et à partir du moment où je publie le texte, je l'offre, mais j'écris pour moi d'abord. Et donc, je crois que il y a un peu tout ça là-dedans. Est-ce que tu veux nous dire quel texte tu as envie de remercier? Ah, pas de moi. Non, Okay. de tes lectures qui ont compté. On a bien commencé avec le consentement. Je crois que il est vraiment en haut de la liste. King Kong Theory aussi. King Kong Theory, c'est ma Bible. Vraiment, c'est... Amour avec un S de Léonore de Recondo, c'est une autrice contemporaine. C'est un roman qui... Comment l'amener sans trop divulguer? Tu peux dire juste j'ai aimé, lisez-le. Hein. J'ai aimé, si tu veux pas donner de détails. Parce que ça se passe au 19e dans le cadre d'une famille bourgeoise, mais et ça parle des relations entre... Il y a un triangle en fait, entre Céleste, la domestique, le mari, j'ai oublié son nom, mais c'est pas très grave. Le mari, et Victoire, la femme du coup. Et ça parle de leur relation à eux trois et aussi par duo, et d'un bébé qui va naître au milieu de tout ça. Et c'est super. J'ai jamais vu ça ailleurs en fait. La façon dont elle décrit ce qui leur arrive entre eux, dont elle traite les relations et les actes, et il y a des scènes très très charnelles, il y a des scènes violentes et il y a des scènes aussi très belles, et ce qu'elle fait dans ce texte c'est magnifique. Enfin, elle parle vraiment de la réconciliation du corps et juste simplement de la découverte du corps parce que Victoire est très jeune et donc un corps peut aussi simplement être découvert naturellement, sans violence ni rien, faut pas l'oublier. Et la façon dont elle pose les mots dessus c'est superbe. Donc ce texte m'a beaucoup rassurée, donc m'a beaucoup aidée d'une certaine manière. C'est important. Oui. Voilà, et puis un peu plus bateau, mais Marguerite Duras, qui a détrôné Rimbaud dans mon panthéon personnel, pour la façon qu'elle a de s'approcher de... Pour moi, tous ces textes parlent d'une quête à l'intérieur même du langage et de comment trouver vraiment le mot juste et comment combler le trou qu'il y a au milieu du langage. Et c'est fondamental comme questionnement. Et pour moi, tous ces textes parlent de ça, tournent autour de ça, et c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des questions que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oubliées? Je crois pas. Non, parce que là, on a beaucoup parlé, donc je pense oui, je crois que c'est pas mal. Surtout que après, à un moment, si on veut parler plus, il faut faire tout le recueil, quoi. Je peux juste dire un truc. Sûr. Il y a un texte dans la première section qui est le texte 12 qui parle de quand le vagin n'arrive pas à s'ouvrir. Et je voulais juste parler rapidement de ce phénomène qui s'appelle le vaginisme, qui est assez répandu et dont on n'entend pas parler parce qu'en fait il y a très peu d'études menées sur ça. Et je voulais juste dire que s'il y a des personnes qui tombent sur la vidéo, qui tombent sur mon texte, qui vivent ça, qui traversent ça, je voulais juste déjà poser un mot dessus parce que ça peut aider et me dire que elles sont pas seules, qu'il y a beaucoup de monde à qui ça arrive et que on s'en sort. On n'est pas seul, isolé, et vous pouvez vous tourner vers un médecin généraliste, un psychologue, un gynécologue ou un kinésiologue. Il y a des gens qui peuvent mobiliser des choses pour vous aider. Donc parlez-en finalement. Parler, ce serait la solution globale. Ça se passe surtout dans les CHU, les rééducations au niveau du périnée pour le vaginisme. Et aussi, ça dépend de en fait à quel niveau a lieu le blocage, mais ça peut voir un psychologue peut dans certains cas suffire, ou un kinésiologue, quelqu'un qui va travailler sur la mémoire du corps. Ça dépend vraiment, mais il y a plusieurs clés à votre disposition, donc n'hésitez pas à les solliciter, c'est ça que je voulais dire. On va le rappeler, hein,
Pas avoir de sexe, c'est pas grave. Bien sûr. Et puis il y a d'autres manières d'avoir un rapport sexuel que la pénétration de toute manière. C'était, si vous voulez que ça soit possible. Mais on mettra des ressources en dessous. Voilà. Merci beaucoup Manon. Bah merci à toi, c'était très dense. Ah oui, mais toujours sur un grain de lettres. En plus là ça va être long. Eh ben je te remercie encore et puis ben, je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.